bienvenue sur France Inter. Merci. Épisode numéro 4. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Sacha, j'ai bientôt 24 ans. J'ai transitionné il y a 2 ans. Je suis en Master 2 aux Beaux-Arts de Grenoble. Bah écoute, je propose de commencer à discuter un peu de où tu viens déjà, genre où tu as grandi, dans quel coin de la France, Okay. Enfin, peut-être même pas la France, je sais pas. Alors, je suis né à Saint-Martin-d'Air et j'ai passé toute ma vie à déménager à droite à gauche autour de la périphérie grenobloise. J'ai fait Saint-Martin-d'Air, Barnave, Saint-Égrève, Vorep, Tulin, Échirolles, Pont-de-Clé. Et je suis retourné à Tulin là, et là j'habite à Tulin actuellement. Voilà. Okay. Personne n'a les refs si jamais ils habitent pas dans le coin. C'est vrai. Et même moi qui habite ici depuis un moment, je ne sais absolument pas de quel coin tu parles. Bah écoute, moi je suis une locale. Du coup, enfance... Mon enfance c'est compliqué, avec un père un peu alcoolique au début. On est parti. J'ai grandi avec un beau-père homophobe et un peu violent, donc pas ouf. Ouais. Et une mère qui, ma foi, se comporte pas hyper bien des fois, donc j'ai beaucoup de trauma par rapport à ma mère aussi. On est sur une bonne base. On est sur une bonne base d'enfants trans traumatisés. Ouais, exact. Et écoute, ça va, hein. Voilà. Si aujourd'hui ça va, tant mieux. Du coup, t'as fait... j'imagine que t'as derrière fait des études un peu classiques, quoi, collège-lycée. Ouais, après mon collège, je voulais aller en CAP coiffure. Ouais. J'ai fait 2 mois et je suis parti parce que ça m'a saoulé. Ok. Et du coup, après, je suis parti en bac L, général. Et puis après, les beaux-arts, quoi. D'accord. Et c'est quoi qui t'a, genre, mené à vouloir faire des beaux-arts à la base? Alors, au lycée, du coup, j'étais en spé artistique. Et ça m'a vraiment donné un goût précis pour la photographie et surtout les autoportraits, parce que je fais principalement des autoportraits. Et pour exprimer des choses que j'arrive pas à verbaliser. Et oui, et c'est ce prof-là et ce cours-là qui m'a donné envie de faire ça de ma vie. En gros, j'étais au lycée, je me baladais dans les couloirs entre le studio photo et la salle. Et je sais pas, c'est super amusant, super divertissant, super... Et je sais pas, ça m'a donné envie vraiment de faire ça. Et c'est mon prof qui m'a du coup encouragé à passer le concours. Mm-hmm. Et j'ai réussi les concours de Annecy, de Lyon, j'ai pas réussi. Mais de Grenoble, j'ai réussi. Du coup, je suis allé à Grenoble. Ok, d'accord. Du coup, t'es resté dans ton terre-terre, quoi. Oui, voilà. Finalement, je suis resté chez ma mère jusqu'à l'année dernière et puis après, je suis parti. Mais je comprends de ouf ce truc de l'amour de l'autoportrait. Moi, j'aime trop travailler ma propre image à travers la création artistique. Je pense que 50% des dessins un peu aboutis que j'ai fait, c'est des autoportraits concrètement, tu vois. Donc, du coup, t'as fait derrière donc les Beaux-Arts. Ouais. En vrai, moi, je suis même pas certaine de bien savoir ce que c'est les Beaux-Arts. C'est une école qui est partout en France, où chaque Beaux-Arts de chaque région est différent. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, en fait, il y en a un peu partout en France. Je pourrais pas te dire le nom qu'il y en a, mais il y en a à Lyon, à Annecy, à Lille, à Rennes, à Nantes, etc. Donc, principalement les grandes villes. Et en fait, par exemple, il y a des écoles qui sont spécialisées par d'autres, genre Angoulême, qui est la capitale de la BD, je crois. Du coup, c'est spécialisé dans la BD. D'accord. Les Beaux-Arts de Nantes ou de Rennes, je sais plus, c'est plus dans la porcelaine et la poterie, puisque la vaisselle bretonne à l'époque et tout. Ouais, okay. Donc selon les villes, il y a des spécialités que d'autres villes n'ont pas. D'accord, ok. Et ça t'a plu? Je sais que les gens ont des rapports les gens ont des rapports conflictuels aux Beaux-Arts en général. Ouais, c'était compliqué. Ok. C'était compliqué. Je pense que clairement, j'étais pas dans le bon état d'esprit déjà de base. Dans le bon état d'esprit, dans le bon état psychologique pour aller aux Beaux-Arts. J'ai énormément de problèmes de confiance en moi et par exemple, genre, je peux pas passer un oral sans pleurer parce que j'y arrive pas, parce que j'arrive pas à parler. Les profs n'hésitent pas à dire les choses quand il faut les dire et des fois ça fait assez mal. Genre, ils n'hésitent pas à être méchants limite des fois. Ouais. Et c'est compliqué. C'est beaucoup de retours que j'ai eu à des profs un peu méchants. Ouais. Et j'ai surtout eu beaucoup de retours, moi, de mes amis qui ont fait les Beaux-Arts, de discrimination, en fait. Bah, ça m'est arrivé la semaine dernière, en fait, de transphobie, genre. Ah ouais? J'ai fait un oral pour ma préparation de diplôme, du coup. Et il y a un prof qui m'a mégenré, alors qu'il sait très bien que je passe sous le pronom elle.
il m'a mégenré et tout, et ça m'a cassé les couilles en fait. Enfin, elle dit bah non en fait c'est elle, et il y a une prof derrière qui m'a soutenu, elle m'a dit oui c'est elle, elle passe par ce pronom maintenant et tout, il faut respecter machin. Donc il y a des profs quand même, les femmes en général sont respectent plus, sont plus douces, plus. J'allais dire les femmes sont plus transphobes et ça m'aurait. Non du tout. Les femmes sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus gentilles, beaucoup plus. Surtout que le truc des beaux-arts, c'est que vu qu'il n'y a pas vraiment de notation objective qu'on peut avoir un peu en maths ou quoi que ce soit, ben la gueule, ça peut potentiellement vraiment porter préjudice, quoi. Ouais, de fou. Et du coup, ça va, ça se passe quand même. T'arrives quand même à traverser le truc. Ouais, ça va, hein. J'ai pas eu de. J'ai tous mes crédits, en tout cas. J'ai pas eu trop de mauvaises notes, mais je me demande encore sur quoi les notes se basent en dernière année. Mais. Ouais, je me doute. Parce que moi, je sais que même dans des domaines plus, on va dire, scientifiques, en fait, ça rigole quand même. C'est-à-dire que. Beaucoup, ouais. C'est en fait, le prof va toujours chercher des petits trucs, pas juste le prof t'aime pas, en fait. C'est sur le euro, si tu rates ton euro, si tu rates ton oral, t'as pas tous tes crédits et tout, machin, c'est. Sur le devoir que tu rends, mais comment même on rend, je sais pas trop. Du coup, derrière, t'as une idée de vers quoi t'as envie de te diriger une fois les beaux-arts dans poche? Dans l'idéal, pas obligé de. Je sais pas si c'est stressant comme question. Oh, c'est pas stressant, mais si quand même. c'est un peu mon angoisse depuis février, parce que j'ai un loyer à payer en juillet tout de même, et en août et en septembre, etc. Donc c'est un peu. Je sais ce que je veux faire, donc quelque part dans la photographie, dans le magasinat, dans la mode, tout ça. On m'a beaucoup conseillé d'aller à Paris et de faire des stages et tout. Les stages ne sont pas payés et je ne peux pas vivre à Paris si je ne suis pas payé. Oui. Du coup, je ne peux pas faire de stage à Paris. Voilà, j'ai pas de mécène, malheureusement. Ok, d'accord. Adviendra que pourra. Hein, Exactement. Exactement. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours de transition, comment t'en es venu à ça, quoi? Moi, je me suis toujours connu jusqu'à très récemment, du coup, je me suis toujours connu et reconnu sous. J'ai une identité plus ou moins masculine. Pour moi, j'étais juste un garçon gay jusqu'à mes 20 ans. Et j'étais juste un homme gay depuis. J'ai du mal à dire le mot homme encore aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pour ça que je dis garçon. Mais j'étais juste un garçon gay jusqu'à mes 20 ans avec quelques soucis avec son corps. Me mettre torse nu à la plage, non merci, pas pour moi. L'angoisse de la piscine. Mon petit cauchemar. Oh là là. Je me baigne en t-shirt ou rien. C'est clair. C'est terrible, c'est terrible. À partir de la vingtaine, je sais pas, il y a un truc j'allais au lycée maquillée aussi en mode j'aime trop aller au lycée maquillée et tout, tu vois, genre ce genre de garçon non binaire un peu vachement homosexuel. Le terme vachement homosexuel. Ouais, vraiment. Hein. Très homosexuel. À tel point que c'est un peu bizarre. Et au lycée, j'ai commencé à mettre des jupes et des robes, pas encore en transitionnant, mais en mode je portais une moustache, et des jupes et tout, et je sais pas, j'aimais bien. Et en troisième année des Beaux-Arts, j'avais 22 ans, 22 ans, vu que je suis moitié d'année, bref. Et je sais pas, il y a eu un déclic où en mode est-ce que je pourrais pas faire plus? Est-ce que finalement j'aurais pas envie d'être plus que je suis aujourd'hui? Et ben en fait si, voilà. Et je sais pas, j'ai commencé à me poser des questions, peut-être faire une transition et tout, mais il y a ce côté transphobie internalisée. Internalisée ou intériorisée? Intériorisée, pardon. En mode, ce qui me bloquait, c'est que je voulais pas être un monstre aux yeux des autres. En mode, oui, je suis un truc qui essaye de se définir en tant que fan, mais mon champ sexuel, c'est pas ce qui correspond avec ça et tout, je sais pas trop. C'est un vrai blocage, je trouve. Moi, je sais c'est terrible. Une phrase qui m'a longtemps resté en tête avant de me lancer dans la transition, c'est genre, être une femme, pourquoi pas? Être une femme trans, je sais pas. Exactement. C'est exactement ça. Et je voulais pas paraître comme un monstre en mode tu resteras toute ta vie seule, sans rencontre amoureuse, sans quiconque pour t'aimer comme t'es, parce que t'es un truc bizarre, genre. Et juste rencontrer la bonne personne pour m'encourager en vrai. Okay, c'est cool. Et ouais, non, ça a changé ma vie, clairement. Et tu sais, c'est quoi précisément le moment du déclic, ou c'est plus un truc qui s'est fait progressivement? C'est vraiment un truc qui se fait progressivement. Principalement 6 mois d'attente pour le rendez-vous médical. Hein. Mais non, c'est vraiment un truc qui se fait sur 1 an ou 2. Puis j'ai vraiment vraiment sur 1 an. Puis vraiment commencé le pas à partir du moment où je me sentais bien avec mon copain et qu'on en avait déjà parlé avant. Et puis j'ai commencé quand j'avais un peu confiance en ce que j'avais autour
principalement. C'est bien parce que, genre, moi, j'entends beaucoup d'histoires de personnes où justement leur transition, ça provoque la rupture, généralement, tu vois. Donc c'est cool de voir que, surtout dans les lores un peu gays, tu vois, où genre, comme ce qu'ils aiment a priori à la base, c'est la masculinité, parfois ça peut coincer, justement. Et c'est une bonne chose que ça puisse quand même aussi aller dans ce bon sens-là, quoi. Une question que j'aime bien poser à mes invités en général, c'est est-ce que du coup, maintenant que t'as commencé la transition et tout, est-ce que t'as des souvenirs de trucs, par exemple, genre dans ton enfance qui reviennent, tu te dis, ah ouais, mais ça, c'était complètement trans, en fait, genre... Tout à l'heure, quand je disais que j'arrivais pas à enlever mon t-shirt à la plage, ouais, genre, oui, je suis revenu, genre, sur ça après, je dis, peut-être que c'était un début de dysphorie, quand même. Ouais. Genre, c'est le plus gros exemple que j'ai, même si, je sais pas, genre, par exemple, je me suis toujours vu et reconnu dans des personnages féminins, dans la culture, que ce soit dessin animé, série animée ou film, tout ça. Je me suis toujours vu dans des personnages seulement féminins. Ça, c'est très réel. Peut-être que j'oublie des trucs, mais en tout cas, c'est les deux trucs principaux que j'ai relevés. Quel personnage tu t'identifies fort Fou, si j'arrive à en trouver un. Moi, je pense que après, moi, c'est beaucoup de références d'anime. Mais genre, typiquement, il y a la statue là, où les gens la verront pas, mais genre Ryuko de Kill la Kill. Est-ce que genre je suis amoureuse d'elle ou est-ce que j'ai envie de devenir elle, tu vois, genre je comprends grave trop ce truc. Même quand j'étais petite, je matais les dessins animés genre Denis Fantôme et tout, j'étais en fait la meuf est beaucoup plus stylée, genre genre il y a ma mère qui c'est vraiment une inside joke entre nous, mais pour ceux qui ont la ref, à l'époque dans Love Story ou dans Secret Story, je sais plus, il y avait Vincent McDoom. Vincent, c'est un personnage de télé-réalité de l'époque, de Love Story ou je sais pas quoi. Et c'est une femme trans de l'époque, je crois. Je crois que c'est une femme trans, je sais plus comment il ou elle se définit. Et du coup, ma mère me disait que j'étais amoureuse d'elle. Elle me dit, tu voulais vraiment genre devenir elle, c'était ton idole. Et voilà, c'est un exemple typique de ça. C'est un truc assez marrant, l'ambiguïté entre la fascination, et tu sais jamais si t'es fasciné par le personnage parce que tu lui ressemblais, parce que vraiment elle t'attire, tu vois. Puis après, genre, voilà, quand j'étais petit, je matais que les Winx. Et les Winx, incroyable. Les Winx, genre vraiment, trop beau dessin animé, en fait, juste trop bien. Genre, dans les Winx, les mecs étaient tous lame, mais j'étais en mode, ouais, c'est trop... Et les meufs, c'est trop badass, elles se matent en mini-jupe et tout. Stylé. C'est ouf, non, c'est ouf. Toi, donc, t'es vraiment dans ta transition actuellement, niveau... Est-ce que ça te dérange d'en parler ou est-ce que moi, je veux bien en parler, hein. Vas-y. Genre, transition typiquement médicale et tout, tu sais où t'en es, enfin... Ah, ok. J'ai pas... Je sais pas trop par quoi commencer. Au début de ma transition, j'avais vachement cette impression parce que j'avais que des modèles qui étaient passés par des chirurgies, que ce soit FFS, que ce soit mammographie... augmentation des seins, je sais plus comment ça s'appelle. On dit, c'est mammoplastie ? Oui, je crois. Augmentation des seins, FFS, machin, et la chirurgie du bas aussi. Et je me sentais mal parce que je savais pas si j'étais un truc entre valide et baisable pour une meuf trans. C'est-à-dire ? En mode, je savais pas si j'étais jolie, si j'étais pas opérée. Ah ouais. Et du coup, j'ai eu ce mal-être pendant un moment en mode, je pense que je devrais vraiment me faire opérer et tout, juste parce que les autres le font, et rien d'autre que ça. Et aujourd'hui, non, je suis passé par aucune opération, j'ai pas envie de passer par aucune opération. Je comprends d'où. C'est un vrai déclic aussi, ce truc de me dire, en fait, je peux garder ma bite, c'est pas problématique. Ouais, moi, c'était surtout mon visage. Ah ouais ? J'ai longtemps hésité à faire une FFS, parce que sinon, j'avais peur de pas me sentir jolie, puisque la plupart des meufs trans que je connaissais à ce moment-là, elles étaient passées par des FFS et tout. Et j'ai passé vraiment genre 1 an de ma vie sous transition à observer mon visage, peut-être que je peux ranger ça et ça, ou alors peut-être ça. Alors que vraiment, mon visage, il va très bien, il est très joli comme j'allais te le dire, justement. Genre, franchement, c'est grave ok. Et pourtant, on n'arrêtait pas de me dire, oui, mais quand même, t'as un visage vachement fin, vachement féminin et tout, donc vraiment, ça passe bien, je te jure, et tout. Moi, je suis en mode, non, c'est pas assez encore, c'est pas assez. Ça, c'est les insécurités. Hein. Oui, c'est terrible. Et du coup, non, j'ai abandonné l'idée de la FFS, parce qu'au final, je me sens bien avec mon visage, tout simplement. Très bien. Donc voilà, donc là, j'ai 2 ans sous transition. Je fête mon anniversaire le 1er juillet de mes 24 ans et de mes 2 ans en même temps, parce que j'ai commencé ma transition le jour de mon anniversaire. Ouais, le rapport aux opérations, finalement, tu l'as laissé derrière toi, quoi. Oui, vraiment, ouais. Moi, je pense qu'il y a une opération quand même que j'aimerais bien faire au bout d'un moment, mais
Parce que j'aimerais bien avoir des groupes zèzes. Moi, moi, j'ai même pas envie d'avoir des gros zèzes. Je suis bien avec mes petits seins, genre là, ils vont encore grossir, genre ça met 3-4 ans à avoir sa forme adulte, entre guillemets. Sa forme adulte. Je sais même pas comment dire d'autre, mais... Il y a un truc de manga. Ça y est, j'ai atteint ma forme finale. Donc les fashion girly ont des petits seins. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais moi, j'ai envie de jouer un peu sur le côté slut, du coup... Je comprends grave. Moi, je veux un bonnet B, pas plus. Pas plus. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que genre, j'ai déjà un dos un peu niqué. Genre, c'est pas forcément le meilleur move pour guérir son dos, quoi. Oui, vraiment. Du coup, c'est un peu là, mon hésitation, elle est un peu à ce niveau-là, quand même, d'être en mode... Et puis, le prix, surtout, mon Dieu, c'est tellement cher. J'imagine, avec ce que tu m'as dit, qu'avec tes parents, c'était vis-à-vis de la transition sociale. Ma mère a accepté mon homosexualité à l'époque, je l'ai dévoilée quand j'avais 13 ans. Ah oui, ça a commencé quand même. Ouais, je l'ai su tôt, hein. Ok. Je l'ai su vachement tôt, comparé à certaines personnes. Elle me dit « Oh, mais je le savais, de toute façon. » Bon, tant pis, tant mieux. Mais ma transidentité, elle a mis longtemps à l'accepter. Même aujourd'hui, elle fait des efforts à me genrer comme il faut, surtout. Mais elle m'a longtemps dit je te vois pas en tant que femme et tout, t'es bien en tant que homme homosexuel et tout machin. Et puis tu sais, être une vapeur dans la société, c'est compliqué, machin, tu vas rien trouver, y a personne qui va t'aimer, machin. Et vraiment. Et elle arrivait pas à me genrer comme il faut et tout. Du coup, j'ai envie de dire, je l'ai boycotté pendant 1 an, mais c'est un peu l'idée. On s'est vraiment genre séparés, même si c'est ma mère, bref, pendant 1 an et demi, parce que j'en pouvais plus. Bah oui, c'est violent. Je pouvais pas évoluer en tant que meuf trans si je restais dans ce foyer qui me tirait plus vers le bas qu'autre chose. Et du coup, je suis parti et ça fait du bien. Ouais, bah ouais. Et maintenant, on commence tout juste à se reparler doucement et tout, à se revoir un peu, mais... Okay. Et je vois qu'elle fait des efforts à me genrer comme il faut et ça fait du bien. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Enfin, je veux dire, il y a une vraie différence entre quelqu'un qui te met genre parce que fondamentalement, il est contre ta transition, et quelqu'un qui te met genre par habitude, sans faire exprès. C'est ça. C'est vraiment pas la même. Alors moi, je pardonne à 100% quoi, les gens qui me mettent genre sans faire exprès. C'est plus, ouais, si ça devient redondant, c'est un peu relou, quoi. Mais en vrai, surtout quand c'est les parents, enfin... normal que ça soit particulièrement. C'est surtout qu'elle voulait pas m'écouter. Parce qu'il y avait son mec à côté qui était vachement... je sais pas comment dire. Ouais, il a beaucoup d'influence sur elle et pas de la bonne vis-à-vis de moi. Il a pas une bonne influence sur ma mère. Après, moi, je me souviens que... oui, il y a eu, moi, ça a été une vie de déni hein, quand même avant la transition. Genre, déjà, c'est marrant ce que tu me dis, à 13 ans, t'as fait ton coming out gay. Moi, à 13 ans, je savais déjà que ça m'attirait les garçons. Mais j'étais en mode, non, c'est juste dans le porno. Bien sûr. Oui. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Exactement. Non, j'ai longtemps passé par cette phase-là. Vers 10, 11, 12 ans, j'étais vers cette phase. J'ai commencé le porno tôt. Il aurait peut-être pas fallu. Ouais, mais j'ai commencé relativement tôt le porno. Trop tôt. Et donc, du coup, c'est vite arrivé c'est cette question de « Ah, tiens, bizarrement, je regarde que des pornos avec des hommes. » Après, moi, je m'appelais les deux. Et je suis en mode « Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Mais en vrai... j'ai l'impression que parfois c'est un peu tabou, puisque c'est aussi les arguments de l'extrême droite, de parler de à quel point la sexualité a de l'importance parfois dans la transition. Parce que justement, on nous accuse souvent de fétichiser ou on nous accuse d'avoir en gros un kink qu'on a poussé jusqu'à vouloir en faire... c'est ce que disent Margaret Stern et Dora Monton dans leur bouquin, d'avoir un fétichisme qu'on veut transformer en projet politique. Ce qui est ça, c'est terrible. Tu vois. Mais pourtant, c'est vrai que ça reste important, quoi, concrètement, genre quand t'es un enfant et que tu commences à être attiré par différents trucs et tout, surtout que on est, de fait, notre génération exposée au porno quand même très très tôt. Moi, je crois que mon tout premier porno, je devais avoir 11 ans, ouais, quelque chose comme ça. Moi, je devais avoir 9-10 ans, c'était du Narusasu, pour ceux qui savent. Naruto Sasuke, on tape ça sur Google. Les hentai directement. Ouais, voilà. Ah ouais, non, mais moi, c'est exactement la même en vrai. Et puis après, je suis passé à l'étape plus réelle et j'ai tapé homme nu. Et puis ça a commencé par là, à 10 ans à peine. Mais ouais. Et puis, je me souviens d'ailleurs que comme c'était un peu honteux, le déni il venait aussi un peu de là, tu vois. Parce que du coup, j'étais un peu bloqué en mode ouais, mais est-ce que concrètement de se branler et puis après avoir honte, c'est vraiment un sentiment hyper destructeur en vrai dans la construction. Absolument. Alors que
Enfin, il suffit de voir genre le nombre de vues et puis les différents trucs pour comprendre que t'es pas tout seul, quoi. Non, vraiment, non. Je sais pas si j'ai reçu un jour, si j'ai ressenti un truc de ce genre honte après cette branlée, mais... Ah, moi aussi, je l'ai beaucoup ressenti. Pas trop, moi, je crois. Bah, tant mieux pour toi. Oui, tant mieux. C'est vraiment un sentiment de merde. Je comprends. Et oui, moi, je me souviens même d'avoir une espèce de fascination pour même les personnes androgynes et tout, dans le porno et tout. Parce que c'était un peu le seul endroit où tu avais des représentations trans aussi, tu vois, genre quand j'étais petite, concrètement. Et alors que, bon, c'est des représentations qui sont fétichisées et qui sont hyper problématiques. Oui. Mais quand t'as que ça à te mettre sous la dent, concrètement, Bah, tu prends ça. C'est ça. Et surtout qu'il y a ce truc de, genre... un peu comme on en parlait tout à l'heure sur les personnages fascinants, en mode est-ce que je suis attiré par ces gens-là ou est-ce que j'aimerais être ces gens-là? En fait, c'est aussi vrai du coup dans la sexualité où sur le coup, t'es en mode mais tu sais pas comment me positionner, quoi. Et je pense que ça peut prendre du temps, quoi, à se rendre compte de ces trucs-là. Et je pense qu'il y a encore plein de gens aujourd'hui qui. Il y a un vrai décalage entre ce qu'ils pensent être et où ça, c'est évident ce qu'ils sont si jamais tu regardes leur historique concrètement. Mais bon. Trêve de porno. Oui, assez parlé de porno. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de fringues? Si. Parce que moi, genre, du coup, pour le contexte, je te connais un petit peu, on s'est déjà croisés quelques fois. Même si on n'a jamais discuté en profondeur comme on fait ça aujourd'hui. Mais un truc qui m'a tout de suite frappé, c'est quand même que t'as un style de malade. Oui, bah j'essaye. Non, c'est un truc que j'ai commencé à développer au début de ma transition. Et à l'époque où j'ai installé TikTok, donc il y a 2 ans, 4 ans pendant le confinement du coup maintenant. Ah, ça j'ai installé un TikTok pendant le confinement comme la majorité des gens, je pense. Ça m'a pas quitté depuis, hein. Mais c'est une autre question. Et j'ai commencé petit à petit à découvrir un peu des fashion girly, genre de Paris, d'Amérique et tout, ils avaient un style vachement à eux, vachement personnel. Et qui jouait sur le layering, les couleurs, les motifs et tout, et qui mettait des couches, et c'était incroyable. Et c'était vraiment des outfits que j'avais jamais imaginé. J'avais jamais pensé porter une jupe au-dessus d'un pantalon. Ouais. À l'époque, c'était une découverte de fou. Ça semble complètement... Mais oui. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ça plus profondément et tout. Mon intérêt pour la mode a par contre toujours existé. Genre, en 5e, on devait faire un projet en art plastique autour de ce qu'on voulait faire plus tard. Et à l'époque, j'avais mis ma mannequin parce que, bah voilà, bref. Et j'avais dit à la conseillère d'orientation que je voulais faire une école de mode et tout machin. Mais mon intérêt pour la mode a par contre toujours existé. Et découvrir ces fashion girly qui avaient un style extrêmement à elles, extrêmement magnifique. Ça m'a vraiment fait... j'ai voulu vraiment explorer aussi ce genre de trucs. Même si au début de la transition c'était assez maladroit parce qu'on découvre, on essaye des trucs, ça marche pas, tout ça. Le truc c'est qu'on n'a pas quand on commence la transition en particulier, on n'a pas une physiologie de femme, quoi. C'est ça qui est compliqué aussi, tu vois. On peut pas juste décalquer ce que font les autres, faut forcément qu'on trouve des astuces. Des trucs à nous, ouais. Moi je sais que par exemple c'est beaucoup passé par les vêtements oversize. Moi aussi, ouais. Et puis je commence tout doucement enfin à pouvoir un peu en sortir et tout. Après j'aime trop ça. Et moi ce qui a aussi beaucoup changé, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais moi ce qui m'a beaucoup changé mon rapport à la mode, au-delà de transitionner quoi, c'est les friperies concrètement. Moi aussi. Genre vraiment le fait d'aller dans des fripes, de s'habiller un peu comme vous, de pouvoir tester des trucs. Et ouais, moi tous mes premiers achats de vêtements féminins, ça s'est fait dans des friperies. Moi aussi, c'était genre j'habite en campagne du coup, enfin campagne dans une petite ville. Et à 15 minutes de marche de chez moi, il y a une ressourcerie et 90% de mon placard vient de cette ressourcerie. Et c'est trop bien parce que de base, je suis extrêmement dans cette culture 2008, 2005, 2008, c'est mon esprit, tu vois. Je veux retourner. Oui, c'est mon esthétique, l'esthétique genre 2005, 2008, c'est incroyable. Et du coup, je trouve que des vêtements comme ça. Bah oui. Et c'est ouf. C'est trop bien, ça va parfaitement. Et ce qui est un peu slut de ma part, c'est que j'aime bien mettre des hauts un peu serrés pour qu'on voit un peu mes ailes. J'en ai pas encore assez là, je prenne du poids en fait. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie d'avoir des gros biceps, parce que sinon je pourrais plus mettre mes hauts serrés. Et c'est chiant. Logique, je comprends. Voilà. L'avantage d'avoir des petits seins aussi, c'est que tu peux faire vraiment des dégradés hyper profonds que tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Et c'est quand même super. Je trouve ça beaucoup mieux d'avoir des petits seins pour beaucoup de choses. Au début de ma transition, je portais beaucoup de corsets pour rajouter de la forme et tout, machin. Travailler ton... Et aussi pour question de fashion, tout simplement. C'est trop stylé les corsets en fait. Absolument. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver ça un peu trop clownesque, un peu too much, un peu costume. Et du coup, j'ai laissé ça de côté.
Sauf pour des outfits un peu extra, ou même, je trouve ça un peu trop d'habitude. Et du coup, ouais, c'est un truc qui évolue en permanence, en fait. Qui va de moins en moins vers le costume, même si on voit pas mon bas actuellement, mais c'est quand même très out there, you know. Mais ouais, genre, c'est exactement la même chose. Je veux dire, j'aime trop moi, les salopettes, les chemises très colorées, les vêtements des années 80-90 aussi, c'est grave mon délire. Les vêtements des années 2000 aussi. Donc ouais, toi, je pense qu'on a un peu ce truc un peu similaire de la mode, mais pas les marques. C'est genre. Ouais. Après, si je peux trouver une marque en friperie qui est intéressante, pourquoi pas? Oui, mais à condition que ce soit pas cher et en friperie. Et de la bonne esthétique. Super important. Genre mes Adidas de chaussures de boxe actuellement, que j'ai trouvées sur Vinted, elles sont incroyables et c'est vraiment genre Core 2004. Oui. C'est ouf. Pourtant, c'est du Adidas, tu vois. Genre, les marques, ça me dérange pas, mais il faut que ce soit dans le bon esprit et dans le bon esthétique. C'est pas juste genre mettre le logo d'une marque sur un t-shirt et puis de fou. Ça, c'est fatigant en fait. Et puis en plus, parce que j'aime bien aussi dans les friperies, c'est vraiment ce côté où, vu que c'est pas très cher, et qu'en plus de ça, si le vêtement te plaît pas, tu peux juste le ramener en friperie derrière. Tu peux tester énormément de choses en fait. Ouais, de fou. Et je me souviens même que quand j'étais avant ma transition, quand j'allais en friperie, je faisais que regarder les vêtements de meufs, quoi, parce que j'étais en mode mais tous les vêtements de mecs se ressemblent, alors que le niveau de diversité, dès que tu commences à vouloir t'habiller un peu plus féminin, explose complètement. Oui, de fou. Et ouais, un autre truc qui m'a aussi pas mal changé la vie, moi j'avoue, c'est Vinted. Moi aussi. Des heures sur Vinted. Des heures sur Vinted. Toutes mes études supérieures, c'est simple. Les 3/4 des cours magistraux, je les ai passés sur Vinted, je pense, à juste chercher des phrases. Ah oui, quand même, ok. Ouais, genre à juste scroll, avoir mes mots-clés et tout, mes recherches personnalisées. Ça, en vrai, jouer à des jeux, parce que bon, les cours magistraux, j'écoutais pas vraiment. C'est chiant, ouais, c'est vraiment chiant, les cours magistraux. Généralement, je préfère avoir le cours à l'écrit, et puis voilà. Moi aussi, terrible. Du moment où j'ai un cours à l'écrit, je vais pas... Et pareil, genre, je me rends compte aussi à quel point il y a un aspect libérateur, je trouve. Genre, par exemple, jamais j'aurais osé porter du motif léopard avant ma transition. Moi, j'adore ça. C'est trop beau. C'est vraiment joli. Bah ouais, moi j'ai des collants léopard aussi. Moi j'ai mes chaussures léopard, les gens ne voient pas à la caméra, mais chaussures léopard et collants léopard, on est féline aujourd'hui. C'est exactement ça. Des stéréotypes autour de ce genre de motifs et tout, alors que c'est juste beau en fait. Oui, vraiment. Enfin, est-ce que du coup, tu commençais déjà à bien te saper avant ta transition, ou ça a vraiment commencé à partir de là? Avant de ma transition, c'était beaucoup de pantalons trop grands mis avec des t-shirts trop grands. Parce que je savais pas trop quoi faire d'autre dans mon corps de garçon, dans lequel je commençais un peu à me sentir mal à l'aise. J'ai envie de dire, c'était l'esthétique aussi à ce moment-là, de porter du oversize. Ouais. Bon, moi, je mettais vraiment des t-shirts XXL avec des pantalons qui faisaient 2 fois ma taille, je mettais une ceinture. On voyait pas mon corps, c'était aberrant. Je pense que c'est ça l'objectif en fait. Oui, vraiment. Ça, moi, je m'habillais. Quand on me voit mon style aujourd'hui, ça paraît fou, mais je m'habillais que en noir. Genre, moi, je me suis toujours habillé en couleur, par contre. Ah non, moi, ça, je sais pas, en fait. J'avais un truc de... Nous, on allait me voir ou quoi, et vu que j'aimais pas ni mon corps, ni ce que je renvoyais, tu vois, à ce niveau-là. Genre, au-delà du style, ouais, qu'est-ce que ça a changé d'autre chez toi, la transition? Je sais pas trop quoi répondre à tes questions. Qu'est-ce que ça a changé en moi? J'ai envie de dire, je me sens beaucoup plus désirable, mais c'est pas très juste. Et ça dépend avec qui. Mais ça a changé un peu ce truc de... Ça a changé un peu mon côté, comment je me vois par rapport aux autres. Parce qu'en tant qu'homme homosexuel, à l'époque, je me sentais pas spécifiquement attirant ni quoi que ce soit. Et peut-être je peux dire ça a changé ça. Non, mais de toute façon, le glow-up trans, c'est un vrai phénomène. Je suis désolé. Et c'est pas... Genre, quand je suis dans la rue et que je sais que I'm pretty, genre, j'aime bien quand on me regarde un peu, tu vois. J'aime bien un peu les regards qui se posent sur moi et tout. Je comprends. Même si je dis qu'il y a beaucoup de meufs cis qui supportent pas, moi, ayant recherché ça pendant longtemps, pour l'instant, je profite un peu avant de le critiquer. Après, on en aura marre. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ça dépend des moments. Genre, moi, je sais qu'il y a... ça dépend de qui te regarde aussi beaucoup. Parce que c'est vrai que, genre, quand tu passes dans la rue et qu'il y a des petits regards et tout, t'es un peu contente. Puis là, quand tu passes devant un mec dans un bar et qu'il se regarde en disant ça donne envie de vomir. Genre, oui, vraiment, ça dépend de où tu es et qui c'est, mais bon. À mon avis, on aura quand même vite. Pour l'instant, je profite. Parce que moi, feeling sexy. Oui, exactement. Mais oui, moi, je me souviens que les premiers moments où j'ai trouvé ça vraiment chiant, c'est quand même le soir, déjà, quand ça commence à faire un peu peur. Et surtout, je me souviens à une époque, je squattais chez une pote ici. Et du coup, parfois, je passais des coups de fil, genre souvent vers 22-23 heures.
Et du coup, pour ne déranger personne, je sortais dans la rue. Et à l'époque où je faisais ça, quand j'étais perçu comme étant un garçon, bah j'allais dans la rue, quoi. Et là, je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, tout le monde a besoin de feu. Tout le monde a besoin de tabac, tout le monde a besoin de tous les trucs en fait possibles et imaginables, juste de me demander où ça va, tu vois. Et je trouve qu'on est beaucoup plus sollicité et c'est un peu fatigant. Ouais, moi je dirais qu'il y a un... Je sais pas si c'est pareil chez toi. Moi, dans la rue, j'ai mon casque avec la musique, genre j'entends pas. Et quand j'en me parle, la plupart du temps, je le remarque même pas parce que je suis... genre, à partir du moment où j'ai mon casque et la grande musique, je vois même pas ce qui se passe autour de moi. Ouais. Ça peut être dangereux. Ce qui peut être Je peux me faire écraser. Je dis pas le contraire. Ah oui, à ce point-là. Peut-être. Je suis un peu éteinte dans l'air, quoi. Ok, d'accord. Mais j'ai trop besoin de ça pour sortir. Je suis trop autiste pour rien avoir sur les oreilles quand je suis dehors. Et c'est souvent quand il me parle, il doit répéter 2-3 fois avant que je comprenne qu'il me parle et que je dois enlever mon casque. Il répète une 4e fois. En général, bon. Après, c'est un moyen de se protéger aussi, hein, parce que quand t'as ton casque sur tes oreilles, et du coup, t'as légitimement, tu peux ignorer les gens qui t'interpellent dans la rue. Moi, ça marche vraiment bien. Ça et le vélo, hein. Moi, genre, du coup, je me déplace maintenant, quand je me déplace le soir, c'est que en vélo, quoi, parce que, en fait, c'est un côté protecteur, quoi, concrètement. Oui, de fou. Après, il y a d'autres stratégies. Moi, je sais que, par exemple, ma sœur se faisait beaucoup emmerder pendant très longtemps. Et du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle m'appelait. Et en fait, à partir du moment où tu es au téléphone avec quelqu'un, plus personne n'ose venir te faire chier. Oui, peut-être. Enfin, pas plus personne n'ose venir te faire chier, mais en tout cas, on va pas trop bien s'agresser, quoi, parce qu'il y a un témoin direct du film. Oui, de fou. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, du coup, je sais pas si c'est pareil pour toi. Mais moi, la transition, ça a beaucoup changé mon rapport aux autres aussi. C'est-à-dire j'ai l'impression d'être plus à l'écoute, d'être moins performatif. Moi, je suis beaucoup plus performatif qu'avant. Ah, mais parce que c'est la façon dont je m'habille aussi qui est assez performatif, en général. Mais c'est des trucs genre, par exemple, dès qu'on joue à un jeu vidéo, il fallait que je sois super forte et tout. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Ah oui, plus ça, ok. Moi, ça a pas trop changé ça, mais ça a vraiment, à la fois, la découverte d'une relation saine avec mon copain qui m'a fait voir les trucs que j'avais pas vus dans mes autres relations qui allaient pas, et qui est arrivé en même temps que ma transition. Du coup, souvent, je sais pas si c'est par rapport à ma transition ou par rapport à juste que j'ai découvert ce que c'était une relation saine. Oui, après c'est... Et du coup, les deux, pour moi, sont assez mélangés. D'accord. Mais par exemple, je me suis séparé d'un groupe d'amis entier parce que j'ai compris que je me sentais pas bien avec eux, juste. Et ça concorde avec ma transition. Du coup, je sais pas si c'est par rapport à l'un ou par rapport à l'autre, mais j'ai perdu un groupe d'amis entier de meufs 6, finalement. Ok. Et ce qui est drôle, c'est que avant ma transition, je traînais que avec des filles. Et maintenant que j'ai transitionné, j'ai beaucoup plus d'amis garçons que d'amis filles. Ok. Ça, voilà, c'est une autre relation que j'ai fait, c'est drôle. Marrant. Moi, c'est un peu l'inverse, dans le sens... moi, j'ai un milieu un peu geek et tout, tu vois. Ce qui fait que forcément, je traînais qu'avec des nerds, et souvent les nerds, les mecs, hein. Oui. Et aujourd'hui, je me rends compte que tout doucement, je m'entends de mieux en mieux genre avec leurs meufs. Et en fait, plus le temps passe, plus j'ai de facilité à connecter, en fait, en règle générale, avec des meufs, parce qu'il y a moins ce côté, elles se méfient des hommes aussi, tu vois, à certains niveaux. Après, je pense que ça doit dépendre aussi à quel point t'es perçu comme étant un mec gay avant ta transition. Oui, de fou. Mais après, en vrai, c'est un peu courageux quand même, parce que, je trouve que les ruptures amicales, parfois, c'est violent, quoi. C'est encore plus dur. Mais souvent, j'en fais des cauchemars parce que ça résonne encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans ce groupe de filles dans lequel j'étais avant, il y a la sœur de mon copain. Okay. Et du coup, ça me relie encore vite fait aux deux autres meufs. Et souvent, j'en fais des cauchemars en mode parce que c'est moi qui ai quitté le groupe, parce que ça allait plus entre. Je sais pas, il y avait une énergie bizarre et du coup, c'est moi qui ai quitté le groupe. Ça fait bizarre de dire ça, genre, c'était pas un groupe de musique, rien, mais j'ai quitté le groupe. Je ferai plus jamais de musique avec vous. Mais c'est moi et souvent, je fais des cauchemars parce que je me sens vraiment comme la pire personne du monde. En mode, elle me déteste et tout, et genre. Elle piaille sur moi en mode oui, regardez, elle est vraiment terrible, elle est super méchante et tout. Et souvent j'en fais des cauchemars parce que je me sens vraiment mal, genre. Okay. Et non, mais je suis mieux sans elle. Et beaucoup. Et ce qui est bizarre, c'est que quand j'avais ce groupe d'amis là, je me sentais vraiment seul. Genre, souvent j'allais au psy et je pleurais parce que je me sentais seul. Okay. Et pourtant j'avais ce groupe d'amis là. Ouais, ce qui est. Et quand je l'ai quitté, j'avais vraiment genre plus d'amis, c'était vraiment genre, mais mon groupe, c'était mes seuls amis que j'avais. Mais ouais, et quand j'ai quitté ce groupe d'amis, je me sentais tellement mieux et tellement moins seul, bizarrement. Okay. Mais c'est parce qu'il y avait mon copain à ce moment-là aussi, et du coup, il m'a fait découvrir lui tout un autre groupe, qui j'ai pu découvrir d'autres gens et tout. En fait, ça t'a sorti de ton isolement. Grave.
Grave, vraiment. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Même si j'en fais des cauchemars aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu penses que ça... Enfin, je sais pas si j'aborde la question de façon un peu psychophobe ou quoi, mais est-ce que tu penses que ça a un lien avec l'autisme, peut-être? Je me suis jamais vraiment posé la question, mais c'est possible en vrai. Hein. Ok. Et maintenant que j'observe ça, et que j'ai conscience que je suis autiste depuis quelques mois déjà, au moins un an, en vrai je dis quelques mois, mais c'est bien un an, j'ai conscience que je me sens beaucoup mieux avec les personnes neurodivergentes que neurotypiques. Et j'avais un groupe de neurotypiques, donc j'ai toujours senti cette connexion qui manquait, il y avait un truc bizarre, ouais, ce décalage bizarre, ce manque de connexion précis que j'arrivais pas à mettre de mots dessus, mais en vrai c'est sûrement l'autisme. Hein. Je pense. Enfin, en tout cas, c'est un comment dire, même chez les personnes cis, c'est un fait de se retrouver isolé, d'être pris dans des boucles, parce que en fait, on a des patterns de pensée qui sont potentiellement différents. Est-ce que tu as envie de, je sais pas, de parler un peu de l'autisme, peut-être? Et bah grave, on y va. Hein. C'est parti. Et souvent, bah, je reviens parce que ça reste un groupe d'amis toujours. Et l'énergie mauvaise qu'il y avait au fur et à mesure des années qui s'est construite, c'est parce que souvent on me reprochait des trucs que j'avais dit qui étaient méchants, mais je m'en rendais même pas compte. Moi, je disais, parce que parce que je suis autiste, quoi, simplement. Mais souvent, je disais des trucs qui étaient pas bien, qui faisaient mal, et sans m'en rendre compte, du coup, et on me le reprochait, et ça arrivait super souvent, c'était épuisant. Et personne n'avait conscience dans ce groupe que j'étais autiste, ni même moi à l'époque. Et du coup, je m'en prenais souvent plein la gueule, et c'était vraiment chiant. Et plus le temps passait, moins je me sentais bien. Et du coup, bah, c'est un peu pour ça que j'ai quitté ce groupe, parce que vraiment, je me sentais plus bien. Genre, les derniers mois, j'avais peur de parler à ma meilleure amie de l'époque, parce que bah, j'avais un peu peur de ses réactions, je savais pas trop comment elle allait réagir et tout. Et je réfléchissais beaucoup trop sur ce que j'allais dire et tout, et c'était vraiment genre plus épuisant qu'autre chose. Et j'ai appris que c'était lié à l'autisme après réflexion, du coup. Et du coup, comment tu t'en es rendu compte t'étais sur le trouble du spectre autistique? En étant dans les bons groupes sociaux. Surtout, c'est eux qui m'en ont parlé, c'est eux qui m'ont fait passer des tests, qu'on en a parlé, on a dit « Ah bah tiens, moi aussi j'ai pareil, machin, toi t'es autiste, ah bah moi peut-être aussi, machin. » Et c'est vraiment en étant dans les bons groupes que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un truc derrière, en vrai. Est-ce que tu peux, parce que vraiment tout le monde ne connaît pas forcément ces questions-là, redéfinir un peu ce que c'est l'autisme, ce genre de choses? Je ne saurais pas du tout le définir. Tu ne saurais pas du tout le définir? Parce que moi non plus, en fait, ça ne me concerne pas directement, donc je me sens pas... C'est compliqué de le définir. Je ne saurais même pas comment le définir, si ce n'est... je sais qu'on n'a pas le même fonctionnement mental que les neurotypiques. Et c'est vraiment de là d'où naît ce manque de connexion entre typique et neuroatypique. C'est vraiment le truc principal que j'ai remarqué. Mais je ne saurais pas comment le définir en vrai. À part ce fonctionnement mental, psychologique différent. Ouais, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup. Enfin, du coup, moi, genre, je suis pas directement concerné. Moi, je suis juste hyperactive. Ce qui est aussi une forme... Enfin, c'est différent, quoi, mais on sent qu'il y a des similitudes aussi sur certains trucs. Et moi, des personnes... sur le trouble du spectre autistique que j'ai rencontré, c'est surtout autour de la communication, de pas supporter par exemple genre les non-dits ou les... c'est insupportable ça, ouais, de fou. C'est vraiment un truc qui se base beaucoup sur le langage. Genre par exemple, j'ai besoin d'énormément de communication, c'est pas possible qu'il y ait des non-dits, sinon je fais une crise d'angoisse. Un truc aussi chez les autistes, c'est que les obsessions autistiques, j'ai une obsession autistique qui dure depuis mes 9 ans. Okay. C'est les Sims 3. J'en ai 2 avec Twilight qui durent depuis la même époque parce que les deux sont sortis à l'époque de France. J'entends, t'es fasciné par Twilight et les Sims depuis toujours, évidemment. Bah ouais. De toute évidence. Et genre, c'est vraiment un gros truc esthétique aussi, les obsessions hyper fortes comme ça. Genre, ma mère me disait à l'époque que j'étais amoureuse d'Edouard. Team Edouard, les gars, Team Edouard, vraiment. Et voilà, j'ai une obsession sur Twilight et sur Edouard et tout. Et les Sims, ça dure depuis, j'y joue genre 8 heures par semaine, 2-3 heures par jour des fois. Okay. Très souvent, 2-3 heures par jour d'ailleurs. Depuis donc depuis mes 9 ans, depuis mes 10 ans. C'est terrible. Eh ben, tu dois avoir une partie qui doit avoir une... Oh bah écoute, on recommence plusieurs fois, machin, on continue, on recommence, bref. Et c'est vraiment un gros trait aussi que les obsessions très très fortes comme ça. Et Twilight, je l'ai vu je ne sais combien de fois. J'ai acheté tous les tomes là récemment. Okay. Je revis mes émotions du petit gosse de 10 ans que j'étais, en train de limite d'avoir mal au cœur, d'avoir des douleurs physiques à cause de l'histoire. Je te jure, c'est terrible. C'est terrible.
Des fois, je lis, je suis épuisé émotionnellement parce que, oh là là, ça ne peut plus. Stop. Je connais l'histoire par cœur, hein, mais je peux pas ne pas rien ressentir. Tu vois, quand je faisais des signes dans l'enfance de la transition, typiquement, genre être obsédé par Twilight et les Sims, je trouve que c'est quand même un peu des signes. Oui, vraiment. La petite girlie que j'étais était amoureuse d'Edouard, en effet. Mais du coup, tu t'en es rendu compte il y a un an et demi, si j'ai compris. Et est-ce que du coup, derrière, t'as vu des psychiatres, etc., ou juste t'as appris à vivre avec? J'ai appris à vivre avec. J'ai essayé pendant un moment d'aller vers tout ce qui est médical, psychiatre, rendez-vous et tout, mais 500 € en diagnostic, je peux pas me le permettre. Non. Voilà, c'est principalement ce qui me bloque, c'est les 500 balles de diagnostic. Justement, le truc de communication par rapport à l'autisme et ce truc c'est les non-dits, quoi. Je supporte pas les non-dits. J'ai trop besoin de clarté dans ma vie pour avoir une relation où tu me dis pas un truc pendant 4 mois et que ça traîne, genre. Pour moi, typiquement, j'aime pas trop j'aime pas trop communiquer avec des gens qui sont effrayés par le conflit. Ah, je supporte pas. Viens, on se dit les choses clairement, sinon c'est hors de question que je reste là. Hein. Et en fait, je trouve même qu'au bout d'un moment, du coup, les personnes neuroatypiques, elles ont ce truc de... en fait, comme on fait plein de petits conflits tout le temps pour pouvoir justement éviter d'avoir des trucs qui gonflent, bah, c'est comme tomber, en fait. Si t'apprends à tomber, ça te fait plus peur de tomber. Je sais pas comment ils font pour développer une relation qui se base sur des non-dits qui datent de 4 mois, qui engendrent des malentendus, tout ça, mais c'est trop bizarre. Je sais pas comment ils font. J'ai trop besoin de clarté dans mes relations. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est bien parce que ça reste quand même une vraie compétence sociale aussi à acquérir. C'est vraiment une compétence, hein, je te jure, c'est terrible. La sociabilité, c'est vraiment une compétence de fou que j'ai pas énormément. Je suis pas un haut niveau dans la compétence sociabilité. Mais en fait, je pense que justement, chez les personnes neuroatypiques, il y a ce truc de... on va pas à la même vitesse que les autres gens pour les apprendre, ces trucs-là. Donc toutes les petites subtilités du langage ou de la communication, parfois, nous échappent. C'est pour ça que la clarté est nécessaire, en fait. Oui, vraiment. En tout cas, moi, après, encore une fois, je suis pas sur le trouble du spectre autistique. Non, mais si, c'est très juste. Aujourd'hui, du coup, ça va, tu vis bien avec. Oui, de fond. Ouais. Je sais pas comment je peux développer là-dessus. Mais en vrai, il suffit juste d'être dans les bons groupes pour que ce soit plus facile à naviguer dans un monde social avec ton autisme. Il faut juste que tu sois dans les bons groupes sociaux et avec les bonnes personnes. Et là, ça devient tout de suite plus facile. C'est en général plus facile avec des neuroatypiques aussi, je vais pas mentir. Oui. Mais c'est beaucoup plus facile avec les neuroatypiques que les neurotypiques. Entre pairs. Ouais. Je comprends en général. Après, bon, il y a des personnes neurotypiques qui, qui sont habituées en fait à être au contact des personnes autistes et qui du coup sont safe par rapport à ces questions-là. Et c'est vrai que on sent généralement la différence quand même assez vite. Oui, de fou. Et c'est là où il faut, je pense, faire un peu peur à pas trop s'isoler non plus autour de ces questions-là. Mais après, c'est pas nous qui nous isolons en général. C'est l'errance médicale qui nous force à nous isoler qu'autre chose. Payer 500 € un diagnostic quand t'es étudiante ou même pas étudiante, juste quand t'as pas les moyens. J'imagine t'es au SMIC. Bah ouais, 500 €. Bah ouais, merci, mais il manque 500 € il manque 500 € pour acheter des pâtes tous les mois, en fait. J'en ai besoin, genre. Je peux pas payer 2 fois mon loyer ce mois-ci, donc en fait. Bah ouais, donc non. Puis les rendez-vous, il faut attendre 1 an ou 2. Oui, c'est méga long. C'est insupportable. C'est vraiment il y a trop de choses. Il faut vraiment avoir une force mentale et un porte-monnaie de fou pour se faire diagnostiquer, c'est dingue. C'est vrai sur un peu toutes les pathologies psychiatriques. Hein, genre, moi, je vois le trouble du comportement alimentaire. J'ai fait ma demande pour pouvoir être suivi par un centre spécialisé là-dedans il y a peut-être 3-4 mois. Mon rendez-vous, il est en septembre. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est méga dangereux de me faire attendre 7-8 mois ces conditions. Non, de fou, hein. Parce que après, voilà, je ne connais pas l'univers hospitalier et tout. Il y a de très bonnes raisons pour ça, mais en fait, je dois rembourser le truc par là, c'est plus quoi. À un moment, en vrai, si aujourd'hui tu arrives à pleinement profiter de ça. Oui, de fou. Est-ce que on change le sujet? Ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle, par exemple, je sais pas, ton rapport à l'art, peut-être, quelque chose de ce style-là Parce que du coup, tu as commencé par photographie, beaux-arts et tout. Ouais, alors mon parcours avec l'art, ça a commencé quand j'étais au lycée. Du coup, j'étais en spé-art et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon lien avec la photographie et que j'ai commencé à m'exprimer avec des autoportraits qui, à l'époque, exploraient déjà ma part de féminité en tant que jeune homme gay qui aime mettre des robes, mais chez soi. Et donc, ça a duré 2 ans, donc de première terminale. Et après, mon prof d'art m'a conseillé d'aller aux Beaux-Arts et tout. Chose qui était le rêve de l'enfant de ma mère,
Elle voulait aller aux Beaux-Arts dans sa jeunesse aussi. Bon, elle n'y est pas allée pour plusieurs raisons. Moi, j'y suis allé du coup. Trop bien. Oui, trop bien. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment genre approfondi et exploré vraiment genre presque professionnellement limite parce que bah, c'est des études qui sont spécialisées sur ça du coup. Mon rapport avec la photographie, donc d'ailleurs je suis passé dans le petit jeu dans le Dauphiné récemment. Voilà. Bien joué. En fait, c'était une expo de mobilité. Donc l'année dernière, j'ai dû faire un stage à l'étranger. Donc j'étais en stage de photographie, du coup, avec un photographe de mode. Et j'ai appris à manier Photoshop à ce moment-là. Et donc j'ai appris à faire des autoportraits plus approfondis, retouchés avec Photoshop. Et ça m'a permis d'exprimer des trucs que j'arrivais pas à exprimer avant parce que la retouche, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, j'ai appris à manier Photoshop à ce moment-là et ça m'a débloqué des trucs de fou. Ça m'a débloqué vraiment, je peux exprimer plein de choses avec Photoshop maintenant, c'est ouf. Et du coup, j'ai exposé. Est-ce que tu peux peut-être donner des exemples du coup de comment tu fais tes retouches Carrément. Et du coup, bah, par exemple, ces 3 autoportraits-là, si je pourrais les montrer, je les montrerai. Au pire, sur la rediffusion, je mettrai des exemples. Ok, ça marche grave. Et par exemple, genre, il y a. Donc, je me souviens plus des titres, je vais pas te mentir. Donc, je les ai fait quand j'étais à Milan. Et c'est 3 autoportraits où il y en a un, j'ai plus de visage. L'autre, je me suis rajouté des cernes qui descendent jusqu'à mes mâchoires. Okay. Et l'autre, je me suis rajouté des cheveux, genre vraiment une crinière de fou. Et ça m'efface la moitié du visage et tout, bref. Vous verrez les images pour ceux qui regardent la rediffusion. Et du coup, c'est quelque chose qui a énormément plu au vernissage. Donc, je reviens par rapport à l'expo. C'était une expo à la Maison de l'International, Jardin de Ville, pour ceux qui sont à Grenoble. Et du coup, le vernissage, il y avait des médias, donc normalement Dauphiné, qui est le journal local. Et ils m'ont interviewé, ils m'ont pris en photo et tout. Et du coup, j'ai droit à mon petit article, à ma petite rubrique dans l'article de l'expo. Et voilà. Trop bien. Donc ouais, donc en fait, c'est genre pour toi la photographie, tu te contentes pas genre de corriger les couleurs, etc. Non, c'est un matériau. Oui, c'est vrai que je devais parler des retouches. J'avais ça m'était sorti de la tête, non. Non, mais si, t'as parlé de ça. Oui, c'est vrai. Et oui, du coup, c'est vraiment des changements physiques. En mode, j'enlève, je modifie une partie, je l'allonge, le machin. C'est vraiment des gros changements physiques. Ça devient un matériau de création derrière. Exactement, de fou. C'est plus loin de fou. Le truc. C'est super intéressant. Parce que du coup, c'est presque intermédiaire avec le dessin, quoi. Dans le sens où, au lieu d'utiliser un pinceau, tu utilises juste des photos pour pouvoir créer l'image exacte de ce que tu veux, quoi. C'est super compliqué, par contre. Ah bah, je vais bien le croire. C'est épuisant, c'est trop compliqué. Je suis sur un 4e autoportrait, là, depuis 2 semaines, j'y arrive pas. Du coup, j'y touche plus parce que mentalement, je peux plus me le voir, ce truc. Je peux plus me le voir. Mais je vais le faire, hein. Oui. Mais c'est trop... J'y arrive pas. Mais c'est comme ça qu'on développe ses compétences, hein, encore une fois. Ouais, bah oui. De toute façon, généralement, quand tu travailles beaucoup sur un truc, à la fin, t'en es à la fois fier et tu le détestes. Ouais, de fond. Après, moi, ce rapport à la fierté qui est compliqué. Moi, j'adore ce que je fais et j'aime bien les montrer parce que c'est vraiment un conflit de confiance en soi qui est compliqué. Mais par exemple, mon autre type de photo, donc ce que je poste sur Instagram, je sais pas si on pourra mettre mes liens. Ouais, bien sûr. Ce que je poste sur Instagram en mode c'est des photos un peu genre moment de vie, souvenir, un peu à la Nan Goldin pour ceux qui ont la ref. À la quoi? Nan Goldin, c'est une artiste photographe que j'admire énormément, qui fait un travail de ouf. Et on m'a plusieurs fois comparé à elle, ce qui me fait énormément plaisir. Trop bien. Et donc ce travail photographique là, j'ai beaucoup plus de mal à le montrer. Mais mes autoportraits, c'est tellement un truc que j'adore comme objet. Je sais pas comment expliquer, c'est tellement un truc dont je suis fier d'arriver à faire et de pouvoir faire que je peux pas détester. J'ai trop d'amour pour ces trucs-là pour les détester. Oui. Bah moi, je sais que ce soit dans le montage vidéo ou le dessin, il y a ce côté je déteste, mais peut-être 24 heures et puis après je le regarde et je suis quand même... Mais sur le coup, il y a ce truc de j'ai quand même souffert pour produire ce truc-là. Et ouais, le rapport est toujours un peu conflictuel. Et est-ce que je sais pas si ça tirait de peut-être élaborer un peu sur le pourquoi l'autoportrait et qu'est-ce que ça apporte, même au-delà de toi, ton rapport personnel, l'intérêt d'un autoportrait. Alors, de base, ça a toujours été comme ça a évolué évidemment, mais ça reste sur la même base. C'est que
ça me permet de dire des trucs que je peux pas dire ou que j'ai du mal à dire. C'est aussi très autistique de pas arriver à verbaliser certaines choses d'ailleurs. Mais par exemple, à l'époque, un truc dont j'avais à moitié conscience au lycée, c'était mes autoportraits sur ma féminité, que j'arrivais seulement à exprimer à travers mes autoportraits. Et oui, déjà au lycée, j'exprimais ma féminité, chose que j'arrivais pas à exprimer verbalement ni physiquement. Et donc ça passait par les autoportraits. Aujourd'hui, c'est plutôt des sentiments... par exemple, quand je deviens non-verbal parce qu'il y a une crise quelconque, une dispute ou une crise, ou que vraiment j'ai un sentiment trop fort pour arriver à parler, ça passe par cette boule dans la gorge que j'ai qui m'empêche littéralement, qui m'empêche physiquement d'ouvrir la bouche. C'est un truc que j'exprime dans mes autoportraits, par exemple, ou lors de un de mes 3 autoportraits que j'ai présenté à l'expo. Donc celui où j'ai gommé tout mon visage, par exemple, quand j'étais à Milan, je me suis un peu perdu dans ma transition, je savais plus trop où j'en étais parce que j'étais en dépression, toute seule à Milan. et du coup, j'étais un peu en dépression. Et du coup, je me suis un peu perdu dans ma transition. En mode, je sais plus comment m'habiller, je sais plus comment je sais plus ce que je suis. Je suis plus Dead Name, mais à la fois, je suis pas encore Sacha. Et j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, je sais pas ce que je suis. Et du coup, je me suis un peu perdu là-dedans. Et c'est quelque chose que j'ai exprimé dans un de mes autoportraits. Ma dépression, je l'ai exprimé en me rajoutant des cernes jusqu'en bas des mâchoires. Parce que j'étais fatigué, j'arrivais à rien faire et tout. Et j'ai fait un autoportrait par Photoshop. Parce que j'arrivais à rien faire. Va comprendre la logique. Mais je sais pas, j'avais besoin de... Du coup, je l'ai fait comme ça. Mais oui, voilà, c'est des émotions que j'exprime dans mes autoportraits. Du coup, pourquoi les cheveux? Pourquoi les cheveux? C'est une bonne question. Du coup, t'en as parlé de 2 et tu m'as dit qu'il y avait un. C'est vrai. Pourquoi les cheveux? Parce que quand j'étais au lycée, c'est un vieux truc que je ressentais à l'époque, mais que j'ai représenté seulement maintenant. Parce que j'arrivais pas à le représenter à l'époque, parce que avant, parce que j'avais pas assez de cheveux pour pouvoir faire ce que j'avais fait, ce que j'ai fait avec Photoshop. Quand j'étais au lycée, j'avais des gros cheveux. Enfin, des gros cheveux. Dans le sens où j'avais poussé ma frange, elle me descendait jusque là. Ah oui. C'est court sur les côtés, mais genre très long comme ça, et c'est vraiment genre un lama. J'ai pas d'autre représentation qu'un littéral lama. Et j'avais des cheveux qui me descendaient jusque là, puisque je les laissais pousser, et ça cachait mon visage. J'aimais bien qu'on voit juste mon bas du visage, qu'on voyait pas mes yeux. Moi, j'avais c'était handicapé. Ouais, c'est un peu l'esprit en vrai. Et je me cachais derrière mes cheveux et ça me rassurait beaucoup. Et du coup, j'ai pu enfin l'exprimer. C'est plus un sentiment d'aujourd'hui, oui. Mais c'est un vieux sentiment que j'avais au lycée en tout cas. Que j'ai pu exprimer dans cet autoportrait qui date de 2023 du coup. D'ailleurs, parce que du coup, moi j'avais ce truc de. Moi, c'était pas une frange, du coup, c'était une mèche. C'est devant tout mon visage. Ouais, c'est ça. Et très mauvais idée en fait, hein, quand t'as ta puberté, parce que tous tes boutons en fait vont être sur ton front, quoi, concrètement. Ouais, c'est ça. Mais je pense que oui, c'est quelque chose qu'on peut retrouver quand même de façon assez récurrente chez les personnes qui ont des problèmes du coup, avec leur image d'eux-mêmes, de cacher son visage en fait d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça me rassurait de fou. Je pense que c'était bien quand j'avais mes cheveux sur les yeux, c'était hyper rassurant. Et ouais, d'ailleurs depuis ma transition, même mes parents, même d'autres gens me le disent, ça fait bien de voir mon visage, quoi, parce que maintenant je fais des grandes queues de cheval hyper hautes et des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté, genre j'ai plus de cheveux. Mais ils me gênent moins, étonnamment. Oui, de fou. Je prends plaisir à les coiffer aussi, limite et tout. Ça, ouais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Ça, c'est... Moi, dans la féminité, parmi les trucs que je préfère, il y a le self-care, le mettre de la crème, prendre soin de ses ongles, de ses cheveux. Les ongles, c'est un rapport à la féminité que j'ai arrêté quand j'ai commencé ma transition. Genre, par exemple, je mettais du vernis de mon lycée jusqu'à un an après le début de ma transition. Puis j'ai juste arrêté, ça m'a saoulé. Je j'ai pas besoin d'avoir les ongles vernis. Du coup, j'ai juste arrêté. Ah non, moi, genre, là, j'en ai pas, ça m'énerve, mais c'est parce qu'il faut qu'il se repose. Là, j'en ai trop mis, c'est trop abîmé. Mais c'est marrant, du coup. En fait, du coup, est-ce que, genre, le vernis avant ta transition, c'était une façon, du coup, d'exprimer ta féminité? De fou. Et du coup, une fois que t'es complètement féminine, plus besoin de ça. Oui, je suis en mode, je me sens assez bien avec moi-même pour pas mettre du vernis, pour exprimer ma photo de ma féminité, clairement. Et ça, c'est un peu un truc de egg, je trouve, les mecs avec du vernis. Egg, du coup, pour ceux qui savent pas, c'est les personnes qui n'ont pas encore transitionné. Enfin, ils sont dans leurs œuvres, quoi. Après, c'est marrant, du coup, c'est un peu, il y a un peu les deux, genre, il y a à la fois les egg et à la fois les mecs cis qui veulent, justement,
être un peu cuir, histoire de pouvoir quand même... genre Squeezie, tu vois, je pense pas qu'il soit egg. Ah non, je pense pas non plus, non. Après, c'est bien, si ça peut se démocratiser un peu plus, parce que c'est encore un peu compliqué, les mecs qui mettent du vernis, visiblement. Ouais, je suis d'accord. Mais si ça peut se démocratiser un peu plus, écoute, tant mieux. Hein. Ah ouais, les sourcils décolorés, c'est un truc que j'ai eu pendant très longtemps. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé à me décolorer les sourcils quand j'ai... là, j'ai arrêté, encore une fois, j'ai arrêté de me décolorer les sourcils, mais les sourcils décolorés, c'est vraiment un truc qui était genre... Vraiment genre blond platine, on voyait plus mes sourcils, c'était trop bien. Et j'adorais ça donnait un peu genre côté genre un peu genre alien, mais un peu femme et tout, genre out there, tu vois, genre. Et j'aimais trop avec c'était vachement fashion en plus, je trouvais ça vachement fashion. Et puis je l'ai fait pendant bien un an. Et il y a 2-3 mois quand je l'ai refait, parce que je le faisais toutes les semaines, il y a 2-3 mois quand je me suis recoloré les sourcils, je sais pas, ils ont un déclic comme peut-être j'aime moins qu'avant en fait. Et du coup j'ai juste arrêté. Ok. Mais ouais, c'était un truc que j'adorais faire. Comment tu te décolores les sourcils? Tu prends de la décoloration pour les cheveux. Ah oui, c'est une petite brosse à dents ou un truc comme ça et tu fais une petite brosse sur sourcils comme ça. Genre, si, maintenant. C'est trop bien. Je trouvais à l'époque que ça rendait mon visage vachement plus féminin. Ok. Juste parce que j'avais pas de sourcils, du coup. Mais c'était ouf et j'adorais ça. C'était trop bien. C'est trop joli. Bah, moi, je pense que je vais pas tarder à me décolorer les pointes. Tu devrais. C'est vachement joli, je trouve. Je sais pas, c'est... Ça m'irait bien. Oui, de fou. Et est-ce que du coup, tu te décolorais les sourcils? Et tu te maquilles aussi beaucoup Je me maquille, j'irai jamais. Bizarrement, c'est encore un truc qui a changé avec ma transition. T'as arrêté de te maquiller à part cette transition? Ouais. Ça. C'est ouf. C'est fou. Genre, je me maquillais beaucoup avant ma transition et j'adorais ça. Ouais. Au lycée, je venais en cours maquillé super souvent, aux Beaux-Arts aussi, je sais pas, il y avait un truc entre la moustache et le maquillage que j'aimais énormément. Et je sais pas, c'est un moyen d'exprimer ma féminité à l'époque où je pouvais pas l'exprimer autrement. Et avec ma transition, j'ai arrêté. je me sens assez bien pour plus avoir besoin de maquillage. C'est bien en vrai. Ou des fois, ça se résume à un trait de crayon juste dans la muqueuse, histoire de noircir un peu. Ou un liner un peu fumé, mais genre un truc discret, du mascara, mais pas plus. Rarement plus. Ah non, moi j'aime bien faire des dégradés qui vont du violet au jaune. Oui, le film. Mais oui, du coup, c'est la première fois que j'entends ça quand même, quelqu'un qui... Bah ouais. qui perd la performance de la féminité au moment de sa transition. C'est vrai que c'est amusant, je veux dire, je vois pas qui dans la rue aujourd'hui te dirait monsieur, tu vois, c'est impossible. Bah ouais. Donc tant mieux, tu vois, quelque part. Mais j'équilibre ça en mettant des outfits un peu, j'aimerais dire un peu trop, mais il y a jamais trop, tu vois, on se comprend. Mais il y a jamais trop. Des outfits vachement brillants, vachement out there. J'ai pas d'autres mots, mais vachement, ils sont là, quoi, on les voit. Mon style, le style dont je m'inspire, c'est le maximalisme. Voilà, c'est ça que je cherchais, merci. Maximalisme, le mélange de couleurs, de motifs et tout, c'est passionnant. Varier les textures, varier les couleurs, absolument. Les accessoires, essayer de... Moi, c'est ça qui me manque encore aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé. Ça va être quoi ma méta d'accessoires? Moi, c'est les colliers, les bagues. J'ai beaucoup de bagues, j'ai beaucoup de colliers. J'en mets minimum 2, minimum 4 bagues et minimum 2 colliers. J'aimerais bien, mais je pense que moi, ça va être le doré, quoi. Genre vraiment, j'aime bien le doré, mais j'aime bien le doré en toque un peu. Genre, je trouve que ça a un charme particulier, tu vois, d'être stylé avec du toque. Déjà, c'est pas mal. Moi, j'ai que des bagues en résine ou en plastique ou en métal ou des trucs de genre. Et je les trouve que en friperie. Elles sont incroyables. Moi, pareil pour les colliers, c'est que des colliers en résine. Genre ça, c'est de la résine ou du plastique ou truc dans le genre, mais voilà, c'est pas des colliers d'argent, des petites chaînes et tout. Moi, j'aime trop les trucs en toque. Genre, et typiquement, il y avait une boutique que j'aimais bien à Lille qui s'appelait La Bondioserie. Où justement, c'était que des faux trucs en or, quoi, concrètement. Même un peu chrétien. Et je sais pas, je pense que ça va... Je suis doucement en train de me dire, il faut plus de bagues, il faut plus de bracelets, plus de trucs. J'ai mis un moment à commencer les accessoires, ouais. Commencer les bagues, plus précisément. Les bagues, c'est un ajout vraiment très récent. Il y a quelques mois, mais... Le truc aussi, c'est que je suis vachement hyperactive. Et du coup, d'avoir des trucs à toucher et tout. Moi aussi, je suis tout le temps en train de les sournicoter, d'enlever, de les remettre, parce que j'ai besoin de faire un truc avec mes mains. Et j'aime bien quand ça fait du bruit comme ça aussi, tu vois. Et non, c'est un peu... Je sais pas que ça me gêne. Et bon, pour ceux qui ne voient pas la caméra parce que la qualité est pas top, mais c'est depuis que j'ai mon piercing à la lèvre que je me dis ça va mieux. Voilà, j'ai commencé à tout doucement accepter le fait d'avoir un truc là et de pas interagir avec 100% du temps, quoi.
je sais pas si ça vient du Japon, mais en tout cas, moi, je m'inspire beaucoup du coup de la mode au Japon, où justement, ils ont ce côté très maximaliste. Même alors, j'écoute pas de K-pop, tu vois. Mais qu'est-ce qui se sape bien dans la K-pop, genre oui. Bah après, c'est des trucs vachement trendy, ça reste trendy, genre. Mais oui. Ça, et les trucs d'anime aussi, hein. Classique. Les animés fashion genre les must-have animés fashion, c'est vraiment genre Nana, qui est un classique. Mais il y avait un autre aussi que j'ai vu après Nana, mais je sais plus ce que c'est, mais c'est de la même auteur. Donc ça se trouve facilement pour les gens qui veulent check. Mais ça se base sur vraiment genre des gens qui font une collection de mode déjà de base. D'accord. Donc c'est vraiment genre des must-have. C'est des animes qui parlent directement de mode. Ouais, Nana c'est plus les outfits des personnages. Mais l'autre dont j'ai oublié le nom, c'est vraiment des gens qui parlent de mode et qui font de la mode. Ah, c'était Paradise Kiss. Paradise Kiss. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. D'accord. Moi, je sais que je me suis beaucoup inspiré du Japon et de ce qui se fait au Japon pour le style maximaliste. Non, moi, c'est vraiment né de TikTok et des fashion maximalistes que j'ai découvert sur TikTok, que j'ai pu choper un peu cet esprit maximaliste et aimer mélanger les couleurs et motifs dedans. Moi, c'est des gens aussi de ma vie qui m'ont un peu inspiré sur le style et sur ces trucs-là dans les amis que je connais, quoi. Genre, j'ai une pote qui, elle, aime bien les trucs un peu médiévaux, les corsets, typiquement, avec les chemises, avec les froufrous, là, et ce truc du genre, pour pouvoir justement jouer au maximum avec les textures. Est-ce qu'on n'arriverait pas tout doucement vers la fin c'est possible. De cette interview? J'aime bien demander en ce moment, ça fait 4 fois que je fais des interviews, mais j'aime bien demander... Après, tu viens de donner une reco, du coup, mais si tu as peut-être autre chose à recommander, d'aller voir, regarder... Allez regarder mon site. Voilà. C'est mon site où je poste mon travail, en gros, mais mon travail de photographie. Il y a mon mémoire aussi pour ceux qui veulent checker. Voilà. Moi, je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Et voilà, kiss. À plus pour les prochaines interviews. Bisous!